Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une idée qui m'a vraiment interpellée. Ça vient d'une analyse de Ben Ahmed Nasreddin. Et tout part d'un mot, un mot de l'arabe coranique Djoudi. Alors, à première vue, on se dit, bon, c'est un nom de montagne, une référence géographique, et puis c'est tout. Mais l'auteur nous dit, attendez, regardez de plus près. Et c'est là que tout le concept se déploie. C'est ça. Il propose de voir ce mot non plus comme un lieu, mais comme un modèle. Un modèle pour répondre à une question qui est, je trouve, centrale aujourd'hui. Comment un système, que ce soit une personne, une société, peut rester stable, garder son cap, tout en étant bon gardé de changement? Comment on peut rester soi-même tout en évoluant? Ça a l'air d'un paradoxe complet. C'est le paradoxe central, oui. Et c'est ce que l'analyse cherche à résoudre. Pour ça, l'auteur nous invite à faire un saut conceptuel. On oublie la géographie, le caillou, et on pense en termes de système. D'accord. Le joudi devient un principe dynamique, une sorte de structure vivante. Et l'idée forte, c'est que la vraie stabilité, ce n'est pas la rigidité. C'est ce que l'auteur appelle, et j'aime beaucoup le terme, la stabilité renouvelée. La stabilité renouvelée. Oui, une stabilité qui se nourrit du changement au lieu de le subir. Ce qui va complètement à contre-courant de l'image habituelle qu'on a de la stabilité comme quelque chose de figé. Absolument, d'immuable. D'accord, l'idée est très forte. Mais si c'est un système, il doit bien avoir une mécanique, des fonctions. Comment ça marche concrètement? Alors, l'analyse est très structurée là-dessus. Elle décompose le modèle en 3 fonctions essentielles. Elles doivent opérer en même temps. C'est ça qui est important. D'accord. La première? La première, c'est la cohésion interne. C'est la capacité du système à se maintenir comme un tout, avoir une colonne vertébrale si on veut. Hmm. Mais, et c'est le point clé, l'auteur insiste, ce n'est pas l'uniformité d'un bloc de béton. C'est une cohésion qui a besoin de la diversité de ses composants pour exister. Une cohésion sans rigidité. Ça me fait penser à des systèmes naturels. Un banc de poissons, par exemple. Chaque poisson est autonome, mais l'ensemble bouge comme un seul être. C'est un peu cette idée? C'est une excellente analogie. C'est tout à fait ça. Une unité qui émerge de la coordination, pas de la fusion. Et c'est cette structure qui donne son identité au système. Et ça nous amène directement à la deuxième fonction. L'interconnexion et l'ouverture. Exactement. Ah, mais c'est là qu'il y a une tension, non? Si un système a une forte cohésion, son premier réflexe, ça ne serait pas de se fermer pour se protéger de l'extérieur. Comment il peut être cohérent et ouvert? L'un ne menace pas l'autre? Vous mettez le doigt sur le cœur du mécanisme. Le judi, ce n'est pas une forteresse. Il est poreux. Il est branché sur son environnement. Il capte les informations, les chocs. Les opportunités aussi, j'imagine. Oui, tout ce qui vient de l'extérieur. Et cette ouverture ne le dissout pas, justement parce que la troisième fonction entre en jeu. C'est elle qui gère cette tension. Et c'est quoi alors cette troisième fonction? L'ingrédient secret? C'est le chef d'orchestre du système. L'orientation et la stabilité renouvelée. C'est-à-dire que, face à une perturbation, le système ne fait pas que l'encaisser, il l'absorbe, il la traite, la canalise et il l'utilise pour ajuster sa propre trajectoire. Il se réorganise. Voilà, il maintient son cap, son orientation de fond, mais de manière dynamique. Il ne se brise pas, il ne dérive pas, il navigue. Je vois. Donc, ce n'est pas un mur qui résiste au vent jusqu'à ce qu'il casse, ce serait plus comme un barrage hydroélectrique qui utilise la force du courant pour produire de l'énergie. C'est une très bonne image. Il ne bloque pas le flux, il le transforme en quelque chose qui le renforce. C'est un équilibre actif. Équilibre actif, c'est le terme parfait. C'est une danse constante entre préserver son identité et s'adapter à l'extérieur. La plupart des systèmes échouent parce qu'ils sont soit trop rigides, et ils cassent. Soit trop fluide, et ils perdent leur essence. C'est ça. Le joudi, lui, maîtrise les deux. Bon, le modèle théorique est puissant, je le saisis bien, mais j'avoue, c'est encore un peu abstrait. Est-ce qu'on peut observer ça dans le monde réel? L'auteur donne des exemples. Oui, et c'est ce qui rend l'analyse vraiment parlante. Il la décline en 4 grandes manifestations. Intellectuelle, sociale, psychologique et scientifique. 4 terrains d'observation. D'accord. Alors commençons par l'intellect. Comment un esprit, une pensée, peut être un joudi? Le joudi intellectuel, c'est l'architecture mentale de quelqu'un qui a une vision du monde, disons, structurée, avec des principes forts. Mais pas dogmatique. Justement, ce n'est pas une prison. Face à une nouvelle information, une preuve contraire, ce système de pensée ne s'effondre pas. Il ne rejette pas l'info en bloc non plus. Il est capable de se réorganiser, d'intégrer la nouveauté, d'ajuster ses principes,
sans perdre sa cohérence globale. En fait, c'est toute la différence entre avoir des convictions et être un idéologue. C'est la capacité de dire « Ok, j'ai appris quelque chose, je vais ajuster ma vision sans sentir qu'on se trahit. C'est une colonne vertébrale intellectuelle, flexible. C'est ça. » D'accord. Et à l'échelle d'une société, le judi social. Alors là, on parle d'une communauté, d'une culture, qui maintient son identité, ses valeurs, ce qui fait le ciment social, tout en étant capable d'intégrer des changements, même profonds, mais de manière graduelle. L'harmonie collective vient de cet équilibre entre la continuité et le renouveau. Un exemple. Je pense à une entreprise qui traverse plusieurs évolutions technologiques. Elle garde sa culture, sa mission, mais elle doit abandonner ses produits historiques, changer ses méthodes de travail. Est-ce que ce serait un bon exemple? C'est un excellent exemple. Une telle entreprise a une cohésion interne, sa culture, Oui. elle est ouverte à l'extérieur, le marché, la technologie, et elle a cette capacité à piloter sa transformation pour rester pertinente. Elle se réinvente sur la base de ce qu'elle est. Ce qui est un défi immense. Parlons de l'échelle individuelle maintenant. Le judi psychologique. Le mot qui me vient, c'est résilience, bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Oui, la résilience, souvent, on la voit comme le fait de rebondir, de revenir à l'état d'avant. C'est ça. Le judi psychologique, c'est autre chose. Ce n'est pas un simple retour à la normale. C'est la capacité à traverser une épreuve, un deuil, un échec, en l'intégrant à son histoire. La crise n'est plus juste un accident à oublier, elle devient une partie de la structure. On se reconstruit avec, en quelque sorte. On se recompose avec. La personne est ébranlée, bien sûr, mais elle ne se fragmente pas. La stabilité, ce n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de naviguer sans faire naufrage. La crise devient un catalyseur. C'est une vision de la santé mentale qui est incroyablement puissante. Reste la quatrième manifestation, le judi scientifique. Celui-là, il me semble presque évident. Il est très parlant, en effet. La science, c'est peut-être le judi le plus pur qu'on puisse observer. Ah oui. Pensez-y. Elle a des fondements très solides. La méthode scientifique, les grandes lois. C'est sa cohésion interne. Et en même temps, son moteur, c'est l'ouverture radicale à la nouveauté, à la réfutation. Et quand une découverte majeure arrive, comme la relativité, elle ne détruit pas tout ce qui a précédé. Elle ne dit pas « Newton avait tort ». Exactement. Elle redéfinit le cadre. Elle montre que les anciennes lois étaient un cas particulier. L'édifice scientifique se réorganise en profondeur pour intégrer cette nouvelle réalité. Il devient plus vaste, plus puissant, mais il ne s'effondre pas. Il garde sa logique? Il absorbe la révolution pour continuer sa progression. C'est l'incarnation parfaite de la stabilité renouvelée. C'est très clair. Pour être sûr qu'on a bien cerné le concept, l'auteur utilise une technique que j'aime bien. Il le définit par ce qu'il n'est pas. Il l'oppose à deux autres images. C'est bien ça? Oui, et la comparaison est très efficace. D'abord, il dit « Le judi, ce n'est pas une montagne, Jabal en arabe. La montagne, c'est le symbole de la stabilité par la masse, l'inertie. La force brute passive. Voilà, c'est solide, mais c'est rigide. Elle ne s'adapte pas, elle subit l'érosion, elle résiste jusqu'au jour où elle s'effondre. C'est la rigidité qui mène à la mort, en fait. C'est la stabilité qui refuse le changement. Et l'autre image, l'opposé. L'opposé, c'est l'embarcation, Safina. L'embarcation, elle, est mobile, fluide. Elle suit le mouvement des vagues. D'accord. Le problème, c'est qu'elle est totalement dépendante des forces extérieures. Elle n'a pas de stabilité propre. Sans moteur, elle dérive au gré des courants. Et là, c'est l'adaptation sans identité. C'est l'autre extrême. Se laisser dissoudre par l'environnement. Donc le modèle se situe précisément entre les deux. Ni le rocher immobile, ni le bateau à la dérive. C'est exactement ça. Le Diodi, ce serait un navire moderne. Il a une quille profonde qui lui assure une stabilité, c'est sa cohésion, mais il a aussi un gouvernail et des moteurs qui lui permettent de choisir sa route. C'est son orientation. L'article résume ça avec 4 verbes d'action. Le système peut contenir la transformation, absorber des chocs, se recentrer. Et maintenir une continuité cohérente. C'est le mode d'emploi d'une durabilité active. En arrivant à la fin de cette discussion, ce qui me frappe, c'est que ce modèle inverse notre idée de la force. On pense souvent que la force, c'est la résistance, le fait de ne pas plier. Mais là, on nous dit que la vraie force, la seule qui dure, c'est la capacité à intégrer le changement, à l'utiliser. C'est le passage d'une résilience passive Active. à une résilience active. Active, oui.
La résilience passive, c'est j'encaisse les coups. La résilience active, c'est j'utilise l'énergie des coups pour devenir plus agile. L'auteur nous invite à cesser d'opposer la stabilité et le mouvement, l'identité et l'adaptation. Ce ne sont plus des ennemis. Ils deviennent les deux moteurs d'un même système. C'est là où ils sont en synergie. L'Anéris se concentre sur les systèmes humains. Mais en vous écoutant, je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce modèle comme une grille de lecture pour observer le monde au-delà de l'humain? C'est une excellente question pour continuer à réfléchir. Où d'autre est-ce qu'on pourrait voir ce principe de stabilité renouvelée à l'œuvre? Dans un écosystème, peut-être? Dans un écosystème, oui. Une forêt qui intègre les incendies dans son cycle de régénération pour devenir plus forte. On pourrait le chercher dans une œuvre d'art, un grand roman qui reste cohérent tout en ouvrant une infinité d'interprétations. Ou même, plus pragmatiquement, dans l'architecture d'une technologie durable, un logiciel open source par exemple. Qui évolue constamment grâce aux contributions sans perdre sa fonction centrale. C'est ça. Peut-être que chercher le Judy dans les systèmes qui nous entourent, c'est finalement chercher à comprendre ce qui permet aux choses non seulement de survivre, mais de prospérer face à l'inévitable réalité du changement.